Ciao à tutti, bienvenue dans la vidéo la plus réclamée de ma chaîne. La plus réclamée, c'est réel. Vous avez été des dizaines à venir me voir de TikTok pour que je vous apprenne à faire une programmation en force athlétique pour augmenter vos perfs. Et ce jour est arrivé. Donc comme vous le savez, je prépare une compétition pour le 11 décembre 2022, donc dans un mois. Étant donné qu'on est le 6 novembre, si les calculs sont bons, c'est bien dans un mois. Donc, je vais vous montrer la programmation que je me suis fait pour cette compétition. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait les différents choix que j'ai faits et en quoi vous pouvez les appliquer sur votre propre programmation également. Donc, on va switch sur l'écran de l'ordinateur et vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a à voir ici. Donc, on switch. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites cases en rouge. Ça va être très important que vous sachiez à quoi ça sert. Donc tout d'abord, il y a le rire. Qu'est-ce que le rire? Le rire, ça veut dire reps in reserve. As you can see, I'm very bilingue. I speak fluent, my boy. Bon, allez, on arrête ça. Imaginons que tu sois capable de faire 10 répétitions à 100 kg et que tu fasses le choix de t'arrêter à 9 répétitions. Tu as une répétition en réserve. Tu étais capable de la faire, mais tu ne l'as pas faite. Donc tu étais rire 1. One reps in reserve. One rep in reserve. Donc, quand tu es rire 3, tu t'arrêterais à 7 répétitions. Ça va être primordial, c'est un principe de base de la force athlétique, de respecter le rire ou le RPE. Moi, je préfère le rire parce qu'au moins c'est clair, alors que le RPE, t'as des gars, c'est un peu des mythos, tu vois. Ils vont dire, oui, j'étais RPE 9 et tout, parce qu'ils n'étaient pas très loin, tu vois, mais ils n'avaient pas du tout une rep en réserve. Les gars, arrêtez. Vous avez eu un très bon ressenti, t'étais peut-être RPE 9,5, mais pas RPE 9. Et certains ils vont dire qu'ils étaient RPE 8 alors qu'ils étaient en train de grind comme des enculux. Je veux bien qu'il y ait des personnes qui soient capables de grind un peu plus que les autres, mais il faut arrêter tout de suite cette supercherie. Donc moi, je n'aime pas trop les RPE dans le cadre de la programmation du moins. Donc je prends le rire. Et l'intérêt du rire, en fait, ça va être de pouvoir avoir un indicateur d'intensité dans l'objectif de créer du momentum. Du momentum, ça veut dire de l'élan en anglais. Donc, ça va être le fait de augmenter progressivement l'intensité de vos entraînements par le biais de la surcharge progressive. Donc, la semaine 1, je suis rire 3. La semaine 2, je suis rire 2. Et ainsi de suite. Semaine 3, rire 1. Et semaine 4, j'appelle ça le rire let's go, puisque c'est un rire en principe 0, même si ça peut évoluer. On peut voir que sur mon squat de ma dernière vidéo, de mon dernier bloc, j'étais rire 1, totalement. RPE 9, j'aurais été capable de faire une deuxième rep à 220 kg, j'en suis persuadé. Alors peut-être que non, hein, seul le fait de tenter aurait pu nous le dire, mais je ne l'ai pas tenté. Donc voilà. Mais c'est pour ça qu'en fait, on peut toujours avoir de bonnes surprises. Quand on crée du momentum, en fait, on crée des adaptations physiques et psychologiques. Il y a un très fort aspect psychologique à prendre en compte et je m'explique. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on crée des adaptations physiques? C'est très simple. Tu fais un entraînement, ton corps il fait ouh, ouh, on a pris cher là. Waouh, c'est un bon entraînement. Et là, tu fais un deuxième entraînement et c'est plus lourd. Et là, il comprend qu'il se passe quelque chose. Il dit oula, attends. Là, ce petit enfoiré, il est en train d'augmenter l'intensité séance après séance. Si je ne me prépare pas, je vais clamser. Je vais clamser. Donc ton corps, il fait bon, ok, hop, on va se renforcer un petit peu, mon ami. Et tu arrives sur ta troisième séance, hop, oh, je suis un peu plus près. La quatrième séance, un peu plus près. Donc quand tu arrives à ta dernière séance de bloc, si tu as bien fait les choses, ton corps, il s'est renforcé et il est chaud, mon ami. Il est chaud. Le seul truc, c'est qu'il ne peut pas se renforcer à l'infini. Donc voilà, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut rebaisser l'intensité et remonter. Parce que sinon, ton système nerveux, il crache, et puis là, bah, c'est foutu. Là, tu peux plus rien faire. Ton corps, il dit, frérot, par contre, je veux bien travailler, mais là, tu forces un petit peu trop, donc on va calmer le jeu. D'accord? Et c'est pour ça que parfois, il y a des gars qui viennent me voir. Oui, je comprends pas, mon record c'est tant, et pourtant, quand je vais à l'entraînement, je suis pas capable de le faire. Là, je fais que 80 au lieu de 100 kilos. Et oui, mon ami. Et oui. Puisque la force, c'est pas quelque chose de fixe. Tu vois, les grands champions, ils testent leur max parfois une fois par an. Une fois par an. Le mec, il s'entraîne toute l'année pour ce jour précis battre son record. Pour te dire à quel point il pousse le délire ailleurs. Moi, je teste mes max une fois par mois. Une fois par mois, je teste mes max. Alors, quand tu es débutant, tu progresses super vite. Tu peux faire des max tous les jours, limite. Donc, du coup, tu dis, oh, trop cool. Il faut mettre l'ego de côté, les gars, et vous dire que
Tester ses max, certes c'est bien pour le mental, etc. Mais si jamais tu les foires, c'est horrible, c'est horrible. Et on en vient à l'aspect psychologique. Là, je t'expliquais en quoi, quand tu crées du momentum, tu avais des adaptations physiques qui se créaient. Mais je t'ai dit également que tu pouvais avoir des adaptations psychologiques. Ce qu'on va chercher à faire en augmentant l'intensité de manière progressive, c'est être capable de réaliser pardon, quelque chose la dernière semaine de ton bloc que tu n'étais pas capable de réaliser la première semaine de ton bloc. Donc, on va commencer par quelque chose que tu sais faire pour finir sur quelque chose que tu ne sais pas faire. Donc, étant donné que tu sais faire, tu maîtrises les charges qui sont au début de ton bloc, tu vas arriver et les 2 premières semaines de ton bloc, tu vas dire waouh, putain, pourquoi je viens à la salle, c'est beaucoup trop simple. Et les 2 dernières semaines de ton bloc, tu vas dire waouh, pourquoi je viens à la salle, c'est beaucoup trop dur, j'en chie mes grands morts. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Mais pendant ce temps, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas rater aucune barre. Vu que tu commences sur des charges que tu maîtrises, tu vas quand même t'entraîner, ça va quand même stimuler tes muscles, ça va quand même créer des terminaisons nerveuses, mais tu ne vas rater aucune barre. Donc, à la fin de ton bloc, quand tu n'auras raté aucune barre et que tu vas te ramener pour faire ton record au développé couché, tu vas pas te dire est-ce que je vais soulever cette barre et réussir mon record? Tu vas te dire à quelle vitesse je vais réussir à soulever cette barre. Tu vois la différence? Et ça, c'est majeur. Il faut vraiment que tu n'aies aucun doute sur le fait que tu vas réussir ta répétition. Car le doute, ça tue l'effort, c'est horrible. C'est la pire chose. On peut le voir sur des personnes qui ont fait un échec plusieurs fois sur une barre importante pour eux. Ils n'arrivent pas à passer ce cap malgré toutes les adaptations qu'ils mettent en place. Et le jour où ils le passent, ils explosent. Ils explosent. Parce que les mecs, ils ont pété une barrière mentale. Et ils avaient la force pour. Ils s'étaient entraînés pour. Donc une fois qu'ils ont pété cette barrière, ils explosent. Et ouais, le gars, s'il était bloqué à 300 depuis un an, eh ben, il va passer à 320, ça se trouve. Parce qu'il aura pété sa barrière mentale. Donc c'est très 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 important, les gars. C'est le yin et le yang, c'est le corps et l'esprit. Prenez toujours en compte l'aspect psychologique. Et un échec, c'est très mauvais pour l'aspect psychologique. Donc voilà, ça c'est ce qui était sur la partie rire, création de momentum, très important. Deuxième partie très importante quand on crée un bloc, avoir du volume. Le volume est très 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 important. Il faut avoir des phases de volume pour ensuite se permettre de passer sur des singles, etc. Donc la question qui m'est souvent demandée, c'est au développé couché, c'est un exercice que beaucoup de personnes pratiquent et souhaitent améliorer. Comment faire pour augmenter son volume au développé couché? Il faut le faire de manière progressive. Puisque ton corps, tu vois, si jamais tu lui rajoutes des séances comme ça, il va crash. Il va dire frérot, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Bah non, grève. C'est la grève. Finito. Ciao, bye. Et toi, t'es comme un con, tu peux plus soulever tes barres alors que t'es censé pouvoir réussir. Donc, on va prendre mon cas personnel. Personnellement, j'ai commencé à 2 séances de développé couché par semaine, à 5 séries de 6 répétitions. Mais les répétitions, c'est pas important ici. Donc j'avais 2 fois 5 séries par semaine, 10 séries d'entraînement. Ensuite, j'ai rajouté une troisième séance. Donc j'avais 3 fois 5 séries, 15 séries par semaine. Et ensuite, j'ai eu la volonté d'augmenter progressivement ma charge de travail, ma capacité de travail. Donc j'ai augmenté de une série par semaine. Et au bout de 5 semaines, si tu es fort en calcul mental, tu as pu te rendre compte que j'étais arrivé à 30 séries de développé couché. 30 séries pour moi, ce sera le max que je te recommanderais. Tu peux faire plus si tu te spécialises. Je sais que Mehdi avait 6 séances de développé couché par semaine. Mehdi, c'est Mehdi Sahari, le champion de France en moins de 83 kg, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un très grand champion. Il joue avec les règles, etc. Il a un pontage de titan. Mais vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui est très fort au développé couché, qui sait exactement ce qu'il fait. Donc, même si maintenant son bench va devoir changer pour les nouvelles règles, il reste très fort. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur ce sujet. Donc, lui a 6 séances de bench par semaine parfois, et c'est pas anodin. Il a augmenté sa capacité de travail sur le bench, il est devenu champion du monde. Posez-vous les bonnes questions, les gars. Mais par contre, ne le faites pas de manière trop brusque. Au squat et au soulevé de terre, c'est la même chose. Surtout au soulevé de terre, qui est un exercice qui est très 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 sollicitant nerveusement, qui est très traumatisant. Donc il y a un autre athlète, Guillaume, qui pareil pèse 74 kg, un français, et qui soulève 320 kg au soulevé de terre. Je crois que ça se rapproche du record du monde, hein. Honnêtement, il m'a dit qu'il faisait parfois 5 séries de développé couché, de soulevé de terre par semaine, et que sinon il était à minimum 3. Donc ça montre bien que les champions augmentent l'intensité sur le mouvement. Il faut le faire. C'est pour ça que je suis passé à 3 séries de squat par semaine, comme tu vas le voir. Mais, encore une fois les gars,
Ne recopiez pas exactement mon split puisque j'ai fait les choses de manière progressive. Prenez en compte mes conseils, appliquez-les à vous-même, personnalisez votre approche et augmentez progressivement la charge. Maintenant, on va venir sur le choix de mes charges et le choix de mes entraînements, de manière à ce que vous puissiez comprendre ce que je fais. Comme tu peux le voir ici, j'ai des singles, des top sets et des back-off. Donc ça, on va revenir dessus. L'objectif de ce bloc, pour moi, va être de préparer la compétition qui arrive en décembre. Donc d'assurer ma qualification au championnat de France. C'est mon seul objectif. Je ne désire pas augmenter mes perfs au maximum, je désire être sûr à 100% quand j'irai à cette compétition qu'en faisant ma deuxième barre, je serai qualifié. J'aurai le total suffisant. Ce qui implique pour moi de faire 220 kg au squat, 150 kg au bench et 250 kg au terre dès ma deuxième barre. Mais il faut avoir de la marge, puisqu'en compétition, il y a des arbitres, et les arbitres peuvent être indulgents, peuvent te mettre des red lights et te dire ton squat n'est pas assez profond, tu n'as pas respecté les ordres, tes fesses se sont soulevées au terre, tes fesses se sont soulevées au développé couché, tes genoux n'étaient pas totalement rentrés quand tu as fait ton verrouillage au soulevé de terre, tu n'as pas verrouillé assez longtemps, tu as lâché la barre trop fort. Bref, il y a beaucoup de règles à prendre en compte et ce qu'on veut, c'est vraiment supprimer cette partie aléatoire pour être sûr à 100% que ce sera validé. Donc pour ce qui est du squat, mon squat est valide. Pour moi, mon squat est valide. Donc il n'y aura pas de problème sur ça. Mon développé couché à 150 kg sera valide. Je l'ai refait hier. Pour moi, 150 kg, c'est devenu une charge banale. Mes fesses sont vraiment posées. Mais il faut que je m'habitue à faire aux ordres. Donc je pense que je vais essayer de faire du bench 3 CT à 150 kg. Mais ça, on va revenir dessus. En tout cas, niveau squat développé couché, il n'y a pas de problème. Par contre, niveau soulevé de terre, on a un très gros problème. Et oui, comme vous vous en souvenez sûrement, j'ai un grip d'enfant malade. Et le dernier bloc, je m'étais entraîné sur du 4 reps, mais avec des sangles. Donc, c'est-à-dire que ça avait un intérêt certain, puisque j'augmentais ma force sur ce mouvement. Donc, c'est bien, je suis capable de soulever des grosses barres, mais je ne suis pas capable de le faire sans les sangles. Et Taylor Atwood, qui est vraiment le GOAT pour l'instant en IPF, a dit une phrase récemment sur les réseaux qui m'a fait réfléchir. Il a dit Don't use straps as a crutch. N'utilise pas les sangles comme une béquille. Et c'est totalement ce que je faisais. Je compensais mon manque de grip par les straps. Et j'étais conscient que je le faisais. Mais maintenant qu'une compétition arrive et que j'ai des standards à respecter, que je dois y aller à la mano, avec mes mains de bûcheron, il faut que je sois prêt. Il faut que mon grip me permette, ce jour-là, d'avoir minimum 250 kg au soulevé de terre. C'est primordial. Donc sur les objectifs maintenant, je vais viser comme objectif de fin de bloc un squat à 236 kg, un bench à 166 kg et un soulevé de terre à 262,5 kg. Pourquoi des chiffres un petit peu... Pardon. Pourquoi des chiffres un petit peu bizarres comme ça? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit, je fais du micro-loading. Le micro-loading, c'est le fait de rajouter des mini-poids sur le côté. Donc ici, des poids de 0,5 au squat et au bench et de 1,25 au soulevé de terre. Et en fait, ça va faire toute la différence à long terme. Prenons l'exemple de Eddie Hall, qui a fait un soulevé de terre à 500 kg. Donc le mec, il avait clairement le record du monde. Hein. Dis-toi, le mec déjà, il pesait 160 kg, je crois, 180 kg. Donc c'est ce qu'on appelle un titan. Cet homme n'est plus un homme. D'ailleurs, en plus, il est une iroquoise. Je peux te dire que tu vois ce gars-là dans la rue, tu fermes ton cul, mon ami. Ah, tu fermes ton cul bien comme il faut. Et il a fait 500 kg. Et en plus, il y avait du sang, il a saigné du nez et tout. Donc moi, les gars, je le dis tout le temps, quand il y a une grosse perf, s'il n'y a pas du sang, c'est pas une vraie perf. Donc là, il y avait tout. Le mec est un titan. Et là, t'as la montagne. T'as la montagne qui se ramène, qui met 501 kg. Il a rajouté des disques de 0,5 de chaque côté, cet enculux. Il met ses 1 kg. Et il bat le record du monde. Et c'est qui a le record du monde à ce moment-là? Est-ce que c'est Eddie Hall? Non. Non, mon pote. 1 kg. C'est toute la différence. Et moi, je te dis que les 1 kg, les 0,1%, les 0,01%, ça s'additionne. Tu vois? Les 0,01%, au bout d'un moment, ça fait des 0,1%. Les 0,1%, au bout d'un moment, ça fait des 1%. 1% de différence, c'est ce qui peut faire la différence entre ton adversaire et toi, entre la victoire et la défaite. Donc, ça prend pas beaucoup de temps de rajouter 500 grammes de chaque côté. Faites-le. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je suis très sérieux quand je parle de ça, les gars. C'est réel.
Le micro-loading, c'est quelque chose qui est trop sous-coté et qui ne devrait pas l'être. Donc, maintenant, le choix de mes charges. Étant donné que mon objectif au squat... Ah putain, on est sur la prog 4 reps. Attendez les gars, je passe sur la prog... Je passe sur la prog 3 reps. Boum, je rétablis le film. Voilà, je passe sur la prog 3 reps. Étant donné que mon objectif de fin de bloc sera 236 kg au squat, je mets tout d'abord un single à 206 kg qui va augmenter de 10 kg chaque semaine. Donc, comme tu peux le voir, en semaine 2, je vais avoir 216, en semaine 3, 226 et en semaine 4, 236. On prend le même principe pour le développé couché. Donc là, au développé couché, je vais augmenter de 5 kg par semaine. Donc je commence à 151 pour finir à 166. Pour le soulevé de terre, j'augmente de 10 kg également, donc 232,5 pour finir à 262,5. Ensuite, tu peux voir que je réduis de 10 kg pour mon top 7 et encore de 10 kg, donc 20 kg pour mes back-off. Donc ça, c'est la répartition de ma semaine lourde, enfin de mon jour lourd. Et j'ai un autre jour lourd en début de semaine. Pourquoi mettre un jour lourd en début de semaine également? Puisque c'est Joey Flex, l'entraîneur de Taylor Atwood et de Russell Horry, qui a conseillé de faire ça. Et c'est très important. En fait, je m'explique. Ton corps crée des adaptations. En début de semaine, tu as de l'énergie à revendre, tu vois. Imaginons, tu arrives au travail ou à l'école, tu sors encore du week-end. Tu es heureux, tu es bien. Par contre, à partir du mardi, tu te rends compte que le week-end, il est un peu loin. Eh ouais. Donc là, tu commences à en avoir un peu marre. Le mercredi, pareil. Le jeudi, par contre, là, tu te dis, ah, le week-end s'approche. Le week-end s'approche et en plus, c'est ton jour de repos. Donc, tu profites. Et le vendredi, tu es en week-end. Donc là, tu as toutes les conditions pour réussir un gros PR. Tu es heureux parce que c'est le week-end. Tu es reposé parce que tu as pris un jour de repos la veille. Que demande le peuple? Et tu fais un gros SBD de titan. Donc, n'ayez pas peur de prendre ce split-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut constater ici? J'ai un single au squat, top 7 back-off, mais j'ai pas de single au développé couché. Pourquoi? Ça s'explique tout simplement parce que j'ai testé de mettre des singles au développé couché sur le lundi et le vendredi, ça a été contre-productif. Les singles de mon SBD sont très positifs, mais les singles le lundi me pompent beaucoup trop d'énergie, puisque en fait ma séance du lundi, comme vous pouvez le voir ici, est la même séance bench que ma séance du vendredi, comme vous pouvez le voir ici. Donc le problème, c'est que ça me pompait trop d'énergie de refaire ce single. Et imagine, j'arrive la 3e semaine, j'ai un gros PR le vendredi et je me tape déjà 161 kg le lundi. C'est pas du tout cohérent. Donc j'ai fait ce choix. Maintenant, au soulevé de terre le mardi, je mets du deadlift pause en single car ça me donne extrêmement confiance en moi. Quand je vois que je suis capable en dernière semaine de faire un deadlift pause à combien? À 237,5, donc presque 240 kg en pause. Je peux dire qu'à ce moment-là, je me dis clairement que les 260 kg, ça va être de la flotte. Et oui. Donc ça me donne extrêmement confiance en moi. Plus, il y a énormément de vertus au deadlift pause, au sumo surtout, dans tout ce qui est fixation des genoux, rotation externe, etc. Donc moi j'aime beaucoup cet exo. Ensuite, j'ai mis ici du deadlift avec élastique. Donc c'est-à-dire que je vais mettre des élastiques sur chaque côté de la barre, ce qui va faire que la partie haute du mouvement va être plus complexe. En principe, ça se fait plus en tradi, donc je vais voir ce que ça donne en sumo. Mais je pense que ça peut être quelque chose de très positif, puisque avant je faisais du halt deadlift, mais ça renforce la partie basse du deadlift, et moi ma partie basse est déjà très renforcée. Comme tu peux le voir, chaque fois que je fais un échec, je soulève la barre du sol, mais je ne suis pas capable de faire la partie haute du mouvement. Donc c'est la partie haute que je vais devoir cibler, et c'est ce que je fais là. Le Romanian deadlift est utilisé dans le même principe, et le Jefferson curl, c'est tout simplement pour habituer ton dos à être fort en position arrondie, mais également pour soulager un petit peu le rachis lombaire. Et c'est vraiment un très bon exercice que je recommande en 5-5-5, 5 séries de 5 répétitions avec 5 secondes de pause en bas. Le mercredi, voici ma séance légère, technique. Donc j'ai une séance jambes traditionnelle avec des squats, de la presse, du leg extension, du leg curl et parfois des fentes bulgares.
Et ouais les gars, et ouais les gars, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, les gens croient que je fais des séances de titan et tout. Non, c'est juste que je bosse les jambes tous les jours. C'est tout, c'est ça le secret pour prendre des jambes, mon ami. Donc arrête de te plaindre, arrête de chialer, dire oui, je prends pas de jambes, je comprends pas. Va les travailler. Et ensuite, viens te plaindre, mon onculux. Viens te plaindre par la suite. Ok, boy? Ok? Je préfère. Maintenant, l'Arsène Press. Pourquoi le Larsen Press? Très bon exercice pour les débutants comme les personnes plus avancées. En fait, ça va retirer ton leg drive. Et le leg drive, c'est le fait d'avoir les pieds par terre. Hein. Larsen Press, tu as les pieds levés. Tu, euh, tu perds énormément de poids. Moi, je suis capable de faire 160 avec le leg drive, 140 sans leg drive en Larsen Press. Donc, tu te rends compte que j'ai un écart de 20 kg. Hein. Et plus tu es fort, plus cet écart augmente, hein, soyons honnêtes. Hein. Donc, ça te permet vraiment de te rendre compte à quel point ton positionnement est important, à quel point ton leg drive est important. Et en fait, quand tu travailles sans leg drive, tu remets tes jambes par terre, je peux te dire que là, tu fais waouh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, ce cheat code de la muerte, tu vois? Donc, je recommande à tout le monde de faire du Larsen Press. Et d'ailleurs, mes amis ont commencé à en faire et toutes leurs perfs ont augmenté. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est clairement pas une coïncidence. Et parfois, je mets du plat squat. Le plat squat, c'est du squat avec les pieds assez serrés et surélevés par un petit disque. C'est vraiment un très très bon exo pour les quadriceps, je recommande. Fait par Tom Platz, hein, inventé par Tom Platz, le bodybuilder très célèbre. Voilà, donc j'ai parlé un petit peu de tout, je pense. Ce que je pourrais dire d'autre, c'est voilà les gars, faites très attention à la manière dont vous augmentez votre volume. Essayez de split au maximum, mais augmenter votre volume, c'est vraiment un facteur très 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 important, surtout quand on est débutant. Mais de toute façon, c'est important pour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai 30 séries de bench par semaine réparties en 4 séances. Donc j'ai 7 séries le lundi, j'ai 8 séries le mercredi, 8 séries le vendredi et 7 séries que je fais aux haltères dans ma séance point faible. C'est une séance durant laquelle je reviens sur tous mes points faibles, mon pec droit, mon triceps gauche, mes avant-bras pour le grip au soulevé de terre. C'est une séance qui me permet de me vider l'esprit, de juste faire de l'hypertrophie pure et dure. C'est vraiment, vraiment très important de faire des accessories, les gars. Je sais qu'il y a Panache qui dit, enfin The Pana, qui dit que le SBD ça suffit, mais moi je ne vous recommande pas de faire que du SBD, puisque lui, quand il a commencé, il faut savoir qu'il avait un bon physique et il n'avait pas eu besoin de prendre de poids, puisqu'il était déjà au poids pour sa catégorie. Mais si vous avez besoin de prendre du poids pour votre catégorie, bah les gars, musclez-vous. Le muscle, c'est la force. Mass moves mass, c'est réel. Moi, j'ai jamais été aussi fort que depuis que je suis en prise de masse. Donc, je vous recommande grandement de faire des accessoires pour régler un petit peu les potentiels déséquilibres que vous pouvez avoir ou pour prendre en masse musculaire, puisque c'est primordial. Voilà, voilou, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Tiens, je vais vous mettre quand même sur la dernière semaine ce que je serais censé être capable de faire à la compétition, parce que c'est quand même assez magnifique et ça fait plaisir à voir. Single à 236 au squat, 166 au bench, 262,5 au terre. On verra bien si je suis capable de faire ça à la compétition. En attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, puisque sur Instagram, maintenant, vous êtes beaucoup à me parler, les gars, en DM, et je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai un peu trop de notifications, ça commence à devenir relou. Donc, au moins, si vous les mettez sous cette vidéo, je suis sûr et certain que je les verrai. Et je suis sûr et certain que je vous répondrai, puisque je réponds à tout le monde, littéralement, sur YouTube. Voilà, voilà. Les gars, en attendant, moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, potentiellement pour une vidéo concept soulevé de terre, ou grip ou mix grip, quel choix faire. Et si je n'ai pas le temps, parce que j'ai beaucoup de projets à faire pour l'école en ce moment, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour El Famoso Récap du dimanche, où je testerai cette première semaine de bloc, et vous allez voir un petit peu comment les choses se passent, même si ça va très 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 bien se passer. Ça, je pense que vous n'en doutez pas. Allez, je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine et ciao!